est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. 3 fois www.canalk.ch et 3 fois www.radioavoleté.com. Deuxième partie de cette émission, débat panafricain. Comment explique ou bien qu'est-ce qui explique les attaques terroristes au Burkina Faso et au Togo? On accueille ou bien vient de nous rejoindre dans ce débat Dr Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir aux personnes qui sont avec vous à l'émission et bonsoir aux auditrices et aux éditeurs. Merci. Dr Adama Coulibaly est président de APP Burkindi, l'alternative patriotique et panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. Alors, Dr Adama Coulibaly, un communiqué du gouvernement, c'est en début de cette semaine, nous informe qu'un poste militaire a été attaqué au nord, dans le Pendjal, justement au Togo. On déplore, selon les chiffres officiels communiqués par le gouvernement, 8 morts et 13 blessés. Le Burkina Faso est pays frontalier du Togo. On sait que même avant, Roch Christian Kaboré, le président déchu, lui aussi n'arrivait pas à assumer quand même cette responsabilité par rapport aux attaques terroristes contre le Burkina Faso. Maintenant, quelle est votre réaction? Le Togo également a été attaqué par les terroristes. Quelle est votre réaction là-dessus, Dr Adama Coulibaly? Avant toute chose, je crois qu'il convient de s'incliner devant la mémoire des victimes du terrorisme, des victimes de l'attaque au Togo, des attaques au Burkina, il y en a eu encore hier, des victimes, de toutes les victimes africaines du terrorisme et d'ailleurs d'autres contrées. Mais pour ce qui nous concerne, pour le cas du Togo, c'est vraiment présenter nos condoléances à l'ensemble des familles éplorées. Et puis aussi, il y a des blessés et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Voilà un moment que le Sahel est endeuillé. Et voilà maintenant que beaucoup de pays du Golfe de Guinée sont touchés. Hier, c'était le Bénin, enfin, hier, il n'y a pas longtemps. Là, le Togo, il y a eu entre-temps la Côte d'Ivoire, ça remonte à un certain temps, mais personne n'est épargné. Mais il convient de dire d'abord une première chose, c'est que ce terrorisme que nous connaissons dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest est une nébuleuse. Parce que les terroristes, lorsqu'on les arrête, lorsqu'on les attrape, on constate qu'il y a parmi eux des ressortissants de nos pays. Et leurs revendications sont très peu claires. Et quand on prend l'exemple, par exemple, d'un pays comme le Mali, qui est à pratiquement 99% un pays musulman, et qu'est-ce que des revendications pour transformer le pays en pays musulman viendront faire là, alors qu'on a des... Donc c'est très peu clair, on voit bien comment ça... Ensuite, il faut dire que comment expliquer ça? Ça, c'est la question. En deuxième lieu, c'est que c'est une suite logique de la faillite de l'État néocolonial francophone qu'il faut mettre en parallèle avec la prise de conscience aiguisée ces derniers temps de la jeunesse africaine et les luttes populaires de résistance au système hideux de la France africaine. Et ça, on le constate véritablement partout, cette prise de conscience et cette revendication de liberté, d'indépendance, de dignité et de droit à la vie, tout simplement. Et c'est ce que l'on constate. Et d'ailleurs, quand on voit bien comment les Européens, après avoir commis un certain nombre de crimes dans nos pays, ferment les frontières et que nos jeunes meurent dans le désert ou dans la Méditerranée, eh bien les jeunes préfèrent, ils ont pris conscience pour la plupart d'entre eux, préfèrent rester et se battre. Et l'Internet les a beaucoup aidés d'ailleurs à serrer l'information, à ne pas se laisser embrigader l'esprit par la même voie tout le temps, par la même voie. Donc je crois que cette faillite de l'État néocolonial qui a délaissé des territoires entiers de nos pays à la misère, qui les a laissés dans une misère profonde, et cette faillite-là est un terreau favorable pour recruter des jeunes qui sont totalement abandonnés à leur sort de misère et pas des gens qui ont intérêt à la déstabilisation permanente de l'Afrique. Donc ça, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Et donc, ça va accélérer donc le processus de déstabilisation de nos États d'ailleurs. Il faut dire en troisième lieu que nos États ont péché quand même. Nos pays ont péché. Chaque pays a pensé que ce phénomène terroriste ne concernait que son voisin. Or, nos dirigeants ont oublié que depuis 1884-85 au Congrès de Berlin,
eh bien, les États occidentaux ont opté pour le diviser pour mieux régner. Et donc, nos États, nos micro-États qui ont été destinés comme ça, eh bien, sont des enclos dans lesquels on nous a parqués et nous nous réjouissons parfois de cela. On se réjouit d'être Togolais, d'être Burkinabé, d'être Congolais et que sais-je encore. Alors que lorsque on constate ce qui se passe aujourd'hui, le phénomène terroriste qui nous concerne tous, eh bien, ça nous rappelle que nous avons tous le même intérêt, les mêmes intérêts et un avenir en commun, un avenir commun, et c'est celui du panafricanisme, la réunification de l'Afrique pour justement combattre les maux et que nos micro-États ne peuvent pas régler à eux tout seuls et que d'ailleurs les dirigeants qui ne pensent pas au peuple mais qui ne pensent qu'à eux-mêmes, eh bien, aggravent la situation. Donc, lorsque la case du voisin brûle, ben, on ne dit pas, ben, c'est pas chez moi, je vais voir comment il se débrouille et après on verra bien. Donc, c'était le Mali, le Niger, le Burkina, d'autres pays. Hein. Bon, évidemment, je ne vais pas évoquer le cas du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, mais c'est un peu partout. Et un peu plus loin aussi de l'Afrique de l'Ouest, il y a des cas. Mais après le Sahel, c'est les pays du Golfe de Guinée. Et curieusement, on a constaté que c'est les Européens qui ont parlé d'ailleurs de la déstabilisation des pays du Golfe de Guinée avant que ça ne commence. Eh bien, suivez mon regard. En quatrième lieu, il faut quand même se dire que il y a une complicité de certains de nos responsables politiques avec ces prétendus djihadistes. Parce que, en tout cas avec les terroristes. Pour le cas du Burkina, par exemple, rappelez-vous que Blaise Compaoré protégeait, hébergeait et faisait affaire avec des terroristes qui endeuillaient les pays voisins. Et c'est de notoriété publique. Hein. En même temps, il était médiateur dans certains de ces pays. Et aujourd'hui, on constate que la même situation se présente avec le Togo, puisque le président du Togo, lui, aujourd'hui, est médiateur au Mali, même si c'est pour une autre affaire qui concerne la CEDEAO. Mais cette affaire de la CEDEAO est venue pourquoi? Elle a prospéré sur quoi? Sur l'insécurité au Mali, sur le terrorisme au Mali. Donc, c'est à peu près, on est dans un même cas de figure. Cinquièmement, ce que je voudrais dire, c'est que la solution à ces questions-là, à cette question du terrorisme, n'est pas exclusivement une question militaire. Ce n'est pas une question armée. Et nos armées néocoloniales, il faut le dire, ont été formés et se sont spécialisés dans la répression de nos populations, dans la répression des manifestations, des actions de résistance contre la dictature. Eh bien, elles ne savent pas faire la guerre. Ensuite, il se trouve que pas toujours en tout cas, je ne dis pas que toutes nos armées sont comme ça. Ce n'est pas la qualité de nos hommes, de nos militaires qui est en cause là, c'est le système même dans sa nature et dans ses missions et dans son encadrement aussi qui est très lié à cette puissance impérialiste. C'est ça qui pose le problème. Et ensuite, il faut dire que c'est une guerre asymétrique, qui n'est pas une guerre conventionnelle et c'est très compliqué. Il se trouve aussi que parmi les terroristes, nous avons, je le disais tantôt, nos enfants qui ont pris les armes et qui sont totalement perdus. Or, il se trouve que nous n'avons pas vocation à assassiner nos enfants, même s'ils sont en situation de perdition. Il faut, au contraire, travailler à les ramener dans le droit chemin. Mais pour cela, la solution réside dans la bonne gouvernance, à travers un véritable état de droit républicain. Et or, nous n'avons pas ça dans la plupart de nos pays africains, en tout cas pas en Afrique francophone. Mais justement, je ne vais pas vous perdre le fil de votre développement, mais comment justement les gouvernants vont-ils parvenir à faire face au terrorisme avec le soutien, la collaboration des peuples, c'est-à-dire des peuples burkinabés et togolais, justement, désabusés? Mais justement, parce que on constate que je le disais tantôt, nos dirigeants se sont spécialisés dans la répression des manifestations, dans la répression du peuple. Comment peuvent-ils s'allier justement le soutien de ce peuple-là? Même si le peuple est conscient aujourd'hui que il y va de la survie de nos États, de nos nations et de nos populations. Et donc, quand on prend l'exemple du Burkina, bien, ça a été une déception totale avec le pouvoir de Roch Kaboré qui était assis sur la corruption, et sur du népotisme, et sur de l'inefficacité en matière d'encadrement gouvernemental, en matière de faillite de l'armée. Parce qu'il faut dire aussi que la faillite de nos États concerne aussi la haute hiérarchie militaire dans nos pays. Il y a des corrompus dans la haute administration publique, il y a des corrompus aussi dans les officiers supérieurs, parmi les officiers supérieurs de nos armées.
Et donc, c'est aussi un vrai problème général qu'il faut pouvoir régler. Et quand on prend l'exemple du Burkina, où les militaires ont décidé de prendre le pouvoir le 24 janvier dernier, au motif que le pouvoir camerounais est incapable de résoudre la crise, on constate aujourd'hui que la situation est la même, si même pire, et que ça s'empire. La preuve en est que, voilà, à partir du Burkina, les gens vont faire des coups, et puis ils reviennent au Burkina. Docteur Adama Koulibaly, on voit que le Mali, par contre, lui, a opté pour un soutien militaire des Russes. Hein. Bon, pourquoi est-ce que le Togo ou bien le Burkina Faso ne veulent pas aussi revoir la copie en matière de défense militaire? Il faut dire que pour ce qui concerne le Mali, par exemple, c'est une bonne question qui me permet de relancer ce que je disais au sujet de la faillite de nos États. C'est que l'Algérie avait montré à un moment donné qu'il faut que le peuple ait la confiance de l'armée et vice versa. Et d'ailleurs, l'armée algérienne avait mobilisé le peuple, armé le peuple, ils ont réussi à vaincre les attaques terroristes. Ils ont réussi à vaincre les terroristes. Pour ce qui concerne le Mali précisément, il faut dire que le président Goïta, le colonel Goïta, a été au front pendant 16 ans. Il a vu ce qui se passait. Et c'est un patriote. Parce que la notion de patriotisme est très importante, et de panafricanisme, elle est très importante dans la gestion vertueuse de nos États, et de tout État d'ailleurs. Et il faut aimer son peuple, aimer son pays, aimer les autres pays également, aimer les autres peuples aussi, et aimer la liberté. Et donc, aimer sa souveraineté. Et c'est ça qui se passe au Mali. Et il se trouve, n'oubliez pas ça, que c'est d'abord le peuple malien qui s'est dressé contre la faillite de l'État qui était symbolisé par Ibeka à l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Eh bien, le RF5 s'est mobilisé largement. Il y a eu des martyrs, il y a eu des tirs, justement, encore une fois, de nos forces de défense et de sécurité. Eh bien, il a fallu maintenant que le peuple, que les militaires agissent dans le sens qu'attendait le peuple et que le peuple se mobilise. Et la CEDEAO, à travers ses sanctions uniques contre le Mali, a donné l'occasion justement au peuple malien de se mobiliser, de cristalliser sa mobilisation autour de ces gouvernants qui eux-mêmes ont été obligés de faire un deuxième coup d'État pour que la ligne prise par le pouvoir actuel soit dans le sens de la libération du pays et de la lutte efficace contre le terrorisme et des intérêts du peuple malien. Donc, s'il n'y a pas ça, le peuple ne peut pas se mobiliser autour de ses dirigeants. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adama Koulibaly. Merci d'avoir participé à ce débat. Qu'est-ce qui explique les attaques terroristes au Burkina Faso et au Togo, justement? On en parle avec nos invités. Merci d'avoir participé à ce débat. On vous retrouve très prochainement, parce que vous êtes très occupé. Mais merci quand même de votre disponibilité, Dr Adama Koulibaly. Bonsoir. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter que pour dire qu'il faut qu'on fasse confiance à nos peuples africains, aux patriotes, aux panafricanistes. La victoire réside dans cela. Merci. Exactement. On va continuer le débat avec nos amis togolais que vous connaissez très bien. Désolé que vous n'avez pas assez de temps pour nous ce soir. Alors, docteur Yves Kouamaïzo, bien plutôt on va relancer notre avocat, Maître Kwandi Adjaré. Il y a une dizaine ou bien plus d'une dizaine d'associations qui ont dénoncé ces attaques terroristes justement au Togo. Et ces associations appellent les Togolais à plus de vigilance. Alors d'abord, quelle est votre réaction sur ces attaques terroristes contre le Togo? Maître Kwandi Adjaré. Merci beaucoup, Amos. Je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais une fois encore, comme nous l'avons fait dans notre communiqué, présenter mes sincères condoléances et en toute humilité aux familles endeuillées par ces attaques terroristes et souhaiter un prompt et entier rétablissement aux personnes blessées. Et nous avons formulé le vœu dans notre communiqué que le gouvernement prenne des mesures adéquates pour pouvoir soutenir les familles endeuillées et les personnes qui sont blessées, qui sont à l'hôpital et qui doivent recouvrer ou bien dépenser pour des soins de santé. Cela va dans l'ordre normal des choses. Je voudrais ensuite dire que ces attaques terroristes qui ont eu lieu dans la préfecture de Kouendal viennent en rajouter aux nombreuses souffrances des populations togolaises. Et ceci dit,
il faut les condamner dans le principe. Mais j'ai suivi bien les réactions ou l'argumentaire de mon prédécesseur, monsieur, je crois, le professeur Adama Coulibaly, argumentaire auquel je souscris entièrement, parce que je vais m'attarder sur 2 ou 3 choses. La première question, quand on parle de terroristes, les terroristes, c'est des personnes qui sont armées et qui causent des actes de terreur, de psychose, par des assassinats, des crimes odieux, des prises d'otages et des bombardements, beaucoup de choses. Mais à moi, je me pose toujours une question. Qui sont ceux qui fabriquent les armes dont se servent les terroristes ou dont se servent ces personnes pour commettre les actes d'extrême barbarie qui endeuillent les populations? Cette question, il faut qu'à un moment donné, on puisse nous répondre à cette question. À ce que je sache, le Togo ne fabrique pas des armes. Le Burkina Faso ne fabrique pas des armes. Nous savons que les États-Unis en fabriquent. Les États-Unis luttent énormément contre le terrorisme. La France en fabrique. La France lutte contre le terrorisme. Et puis les autres puissances. Donc, à un moment donné, il faut qu'on nous explique le discours officiel tenu par les Occidentaux qui luttent contre le terrorisme et d'où viennent les armes que les gens utilisent pour se transformer donc en terroristes, pour semer la psychose au sein des paisibles populations. Ça, cette question, à un moment donné, où il y a 2 discours, c'est-à-dire un double langage, à un moment donné, il faut qu'on nous situe. Parce que nous ne comprenons pas d'où viennent les armes, à partir d'où ils achètent les armes qu'ils utilisent, ces terroristes. C'est une question fondamentale. La deuxième question, c'est cette complicité qui existe aujourd'hui entre les Occidentaux et certains dirigeants africains qui utilisent la question du terrorisme pour se maintenir au pouvoir. Voilà, il faut qu'on arrive aussi à résoudre cette question. Et le professeur Adama Coulibaly vient de le dire tout à l'heure, la solution à la question du terrorisme n'est pas seulement une solution militaire. Il faut l'implication de la population. Il faut la question de la bonne gouvernance, parce que vous voyez, le terroriste, c'est quelqu'un qui est mécontent, c'est quelqu'un qui est frustré. Il arrive de trouver ces gens-là au sein des terroristes. Maître Kmandi Adjaré, justement, je ne couvre pas aussi. Alors justement, vous avez évoqué l'implication des populations, tout comme Dr Adama Coulibaly. Alors, ces faits se passent dans un contexte où le Togo est confronté à une crise économique et sociale sans précédent. Alors, comment les gouvernants, justement le gouvernement togolais, va-t-il parvenir à faire face au terrorisme avec le soutien et la collaboration d'un peuple désabusé qu'est le Togo? Oui, monsieur Sylvain Amos, c'est le soutien du peuple, le soutien de l'implication de la population, c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Mais la question elle reste tout autre et entière. Hein, la question est entière. Comment vous pouvez appeler un peuple à soutenir et à collaborer en étroite collaboration avec les forces de défense quand vous avez passé tout votre temps à réprimer ce peuple-là, à refuser à ce peuple-là tout droit, notamment la liberté de manifester? Mais vous également, dans votre communiqué, vous avez... à la population de collaborer. Oui, quand vous demandez à la population de collaborer, c'est que la population doit le faire dans la confiance. La population ne peut pas collaborer dans la méfiance. Et vous savez comment l'armée togolaise ou les forces de défense togolaises sont utilisées pour réprimer les manifestations. Quand vous passez tout votre temps, Amos, quand vous passez tout votre temps à entretenir des miliciens, des milices qui sortent et s'en prennent à la population pendant les manifestations, comment vous pouvez demander à cette même population de collaborer? On ne peut collaborer que dans la confiance. On ne peut pas collaborer dans la méfiance. Et donc, ça pose le véritable problème de l'implication de la population dans la lutte contre le terrorisme. La population en qui vous devez avoir confiance et qui doit aussi avoir confiance en vous, ça doit être réciproque. Vous ne pouvez pas vous mettre à réprimer tout un peuple.
et le lendemain, ce peuple est frappé par la terreur, le terrorisme, et vous allez appeler le même peuple à la collaboration. Et donc, ça pose vraiment le problème de la gouvernance démocratique, du respect des règles élémentaires d'état de droit et de la bonne gouvernance. Vous ne pouvez pas maintenir un peuple dans la souffrance, dans la misère, dans la disette, un peuple affamé, au moment où vous vivez dans le luxe, au moment où vous vivez dans le luxe, vous donnez des voyages, et que vous allez appeler ce même peuple à la collaboration, les mains nues, pour lutter contre le terrorisme. Maître Raphaël Kouandiadjaré, je ne pense pas que les populations togolaises vont applaudir lorsque notre pays est attaqué par les terroristes. Vous aussi, vous avez appelé dans votre communiqué et les populations à plus de vigilance quand même. Oui, Amos, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parfaitement d'accord. Je ne vais pas contre le communiqué que nous avons sorti. Je ne vais pas contre le communiqué que le gouvernement a sorti. Ça, c'est tout à fait normal qu'un peuple puisse soutenir son armée. Mais que cette armée ait été au préalable une armée républicaine. Une armée qui ne méprise pas son peuple, une armée qui n'est pas là pour mépriser son peuple. Pendant longtemps, Amos, vous savez, le rôle de notre armée au Togo, ça c'est clair. C'est vrai, à des moments donnés, il y a la lutte contre le brigandage, la délinquance. Je suis parfaitement d'accord. Mais cette armée a été, d'une manière ou d'une autre, excusez-moi, utilisée pour ne protéger que le fauteuil d'une seule personne. Personne ne peut le démentir au Togo. Ça, c'est vrai. Nous avons vu comment même les responsables de la hiérarchie militaire sont sortis pour aller sur le terrain, des manifestations avec des armes. Nous avons vu des vidéos circuler et personne n'a dit mot. Des enfants qui ont été tués pendant les manifestations, personne n'a dit mot. Mais au moment où vous êtes en problème, il est très difficile. L'être humain reste un être humain qui a un cœur. Il est très difficile à quelqu'un que vous avez méprisé, que vous avez réprimé. Il est très difficile d'appeler cette personne à un soutien au moment où tout le monde est en état de détresse. On comprend, mais cela votre réaction. Ça reste quand même un devoir citoyen pour une population de collaborer avec son armée pour pouvoir éliminer ou éradiquer les terroristes. C'est tout à fait normal. Et le problème que nous posons, c'est qu'il faut revoir la manière de gouvernance. Il faut revoir la manière. À un moment donné, vous semblez dire aux gens, silence, nous vous développons, vous n'avez rien à dire par rapport à notre gouvernance. Vous dites quelque chose, on vous réprime, on vous arrête, on vous met en prison. Mais à un moment donné, vous les appelez à collaborer à rester en étroite collaboration avec vous. Ça ne s'entend pas. D'accord, on comprend votre indignation. Il est temps. On comprend votre indignation. Lutter efficacement. Je vais terminer. Si nous voulons lutter efficacement contre le terrorisme, il est temps de revoir notre manière de diriger. Il est temps de revoir notre manière de régenter des gens pour ne pas leur donner l'impression qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Il faut les écouter. Et si vous prenez le temps de les écouter, le moment venu, quand vous les appellerez, vous n'êtes même pas obligé de les appeler. Eux-mêmes, ils sortiront pour venir vous soutenir dans votre politique économique, dans votre politique sécuritaire. Et c'est comme ça, dans la cohésion, le vivre ensemble, qu'on dirige un peuple. Tout à fait. En tout cas, on comprend votre réaction. Donc, quels que soient les problèmes, le Togo est indivisible. Nous ne pensons pas que les populations togolaises vont soutenir les terroristes contre notre pays, notre dénigrement. Ça, c'est faux. Le Togo, les Togolais sont très matures. Ils ne le feront jamais. Mais vous avez raison. Cette armée n'a jamais été une armée républicaine. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est un constat sur le plan national et international. On va relancer également Dr Yves Ekoya-Maïzo. Un communiqué du gouvernement informe qu'un poste militaire a été attaqué au nord du pays, dans le Kendjal. On déplore, selon les chiffres officiels, 8 morts et 13 blessés. Vous avez écouté tout à l'heure la réaction du Burkinabé Dr Adama Coulibaly, puisque le Burkina Faso également subit quand même la même situation de terrorisme, même pire que le Togo, s'il faut qu'on parle sans langue de bois. Alors, ce acte révèle-t-il des failles dans le dispositif de défense du territoire togolais, malgré les moyens considérables que le Togo débourse pour la sécurité et la défense du territoire? Dr Yves Ekoya-Maïzo. Merci, M. Amos. Les failles, bien sûr qu'il y a des failles, sinon le terrorisme ne peut pas passer. Le terrorisme est condamné, le terrorisme est condamnable et le terrorisme est inacceptable.
le peuple africain, dans toute son histoire, n'a jamais agressé aucun autre peuple. Le peuple africain, dans toute son histoire, a toujours accueilli. Même l'esclavage, c'est un accueil qui a été usurpé, qui a été mal interprété. Et donc, ce peuple, qui maintenant est limité pour le cas qui nous concerne, Togo, Burkina, éventuellement le Mali, ne peut pas être un peuple agresseur. Donc, le terrorisme vient de l'extérieur. Donc, d'abord, paix aux âmes, paix aux morts, paix aux blessés et handicapés suite à cet événement fâcheux au nord du Togo. Mais qu'on soit clair, c'est les conséquences directes de la décision stratégique de l'OTAN, l'Organisation transatlantique Nord, dans lequel vous avez un pays qui s'appelle les États-Unis, qui dirige d'ailleurs, qui finance l'essentiel, et une certaine France, à l'époque d'un certain Nicolas Sarkozy, président français, qui a tout fait pour déstabiliser la Libye, tuer Kadhafi, et qui n'a été incapable de ramener la démocratie en Libye, ni ses successeurs, et encore moins d'empêcher, à travers la diversification, les dissensions internes, que l'ensemble de ces groupes armés ne viennent maintenant s'occuper et occuper d'abord le Sahel et maintenant le golfe de Guinée. Donc que les responsabilités soient claires. Autrement dit, il y a des peuples, des pays agresseurs. Et il faut que les gens en soient conscients et s'attaquent d'abord à cela. Maintenant, en Afrique, nous avons des gens, dirigeants souvent, qui choisissent de travailler pour ce monde extérieur agresseur. On l'a vu avec les tirailleurs sénégalais, on l'a vu au Togo avec toute la famille Gnassingbé, à commencer par le père, qui a oublié que quand il était en période coloniale acteur, il travaillait contre la liberté d'autres peuples, quand il travaillait pour la France. Donc il a continué cette mission et il a même institutionnalisé jusqu'à rendre son fils le premier héritier de ce système au Togo. Donc, une fois que cela est dit, nous posons le problème des armées africaines, notamment leur rôle aux côtés des États, qui ne sont pas les émanations du peuple africain, dans le cas qui nous concerne, ni du Togo, ni du Burkina. Donc, ces militaires, vous avez bien sûr certains qui sont des républicains, mais une grande majorité, souvent clanique, vous les connaissez comme moi, sont des corrompus, sont des gens qui font du business. Soit parce que l'État ne les paye pas suffisamment, soit parce qu'ils sont frustrés pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont estimé que c'est là-bas qu'on a le pouvoir pour fonctionner. Et surtout, ils travaillent pour l'extérieur, même pas pour l'État pour lequel ils ont l'uniforme. Et ils peuvent aussi aller prendre des espaces, notamment des mines d'or ou d'autres choses, qui appartiennent, en guillemets, puisqu'ils ont été occupés par des terroristes. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation assez explosive, compte tenu des dissensions au niveau des différents niveaux de terrorisme dans la zone, avec des gens qui font des règlements de compte. Et je voudrais qu'on soit clair, dans le cas du Togo, et je commencerai par cela, ces terroristes sont rentrés sur le sol togolais, n'ont pas tué des civils. Ils se sont attaqués à des représentants de l'État. Et les vrais décideurs de ces représentants de l'État, donc des militaires, apparemment ont fui. Ils n'ont laissé que les pauvres gens, les pauvres jeunes qui se sont fait massacrer. Donc on a affaire à des gens qui sont lâches. Et quand ils ont voulu envoyer du renfort et qu'ils ont sauté sur une mine, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le renseignement. Qui donne le renseignement dans cette zone si ce n'est pas la France? Si ce n'est pas tous les gens qui derrière tirent les ficelles? Comment se fait-il que le Togo, qui a des accords secrets militaires et de défense, n'a pas eu les renseignements? Comment se fait-il que le Burkina Faso, qui a des accords secrets qui n'ont pas dénoncé, n'a pas eu le renseignement? Donc vous pensez, est-ce que c'est utilisé par ceux qui ont les renseignements? Donc vous pensez, Dr. Yves Kamazo, que le Burkina Faso et le Togo doivent changer la manière de revoir les accords militaires justement avec la France, puisque le Mali a opté pour une défense militaire russe ces derniers temps? Je ne décide rien au Togo. Je constate pour qu'on cible les responsabilités. On nous a dit que des gens sont morts.
dans le droit, doit avoir un procès, qu'on sache qui est responsable. Les terroristes ont tué, ont tiré, c'est vrai, ils étaient en première ligne, mais il y a les deuxième, troisième, cinquième, sixième lignes. Je vous ai donné déjà les deuxièmes lignes. Les dirigeants de ce camp, on ne les a pas vus, ils ont disparu. Derrière, il y a eu des instructions d'arriver en recours, donc le ministre. Et au-delà du ministre, qui est le ministre de la Défense ou qui défend la défense au Togo? Faure Gnassingbé lui-même. Donc ces gens-là sont responsables indirectement. Le problème n'est pas de résoudre avec un peu d'argent. Le problème est de savoir comment ils sont arrivés là. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'ils ont signé les accords de défense secrets, comment se fait-il qu'on ne leur donne pas les renseignements pour qu'eux puissent gagner, puisqu'ils défendent les intérêts français? C'est ça le problème de fond. Ça veut dire, est-ce que la France est en train de lâcher Faure Gnassingbé? Est-ce que la France est en train de lâcher ou de négocier avec les pouvoirs du Burkina Faso actuellement, à travers bien sûr la CEDEAO, à travers d'autres structures? Ce sont des questions de fond. Il ne s'agit pas de donner des conseils. Moi, je donne des conseils à personne, puisque les gens ne les écoutent pas de toute façon. Le problème est de savoir où sont les responsabilités. Tout le monde s'est levé pour dire oui, c'est les terroristes. On a même cité tel ou tel groupe. Mais personne ne sait quel groupe c'est. Tout à fait. Tellement il y a eu de dissidences. Personne ne sait. Donc les affirmations sur les radios et les télévisions occidentales, écoutez, il faut mettre ça tout petit peu de côté. Tout à fait. Docteur les populations étaient claires, les populations ont bien dit. Ces gens sont rentrés, ils sont passés par les villages, ils n'ont tué personne dans les villages, alors que c'était le contraire au niveau du Mali. D'accord. Ils sont allés s'attaquer directement à ces représentants. Est-ce que ces gens corrompus sont allés prendre les mines d'or? Parce qu'est-ce qui se passe dans la zone? Il y a un trafic de l'or. Il y a un trafic de cigarettes. Est-ce que vous êtes au courant? On fabrique des cigarettes au Togo? D'où viennent ces cigarettes? Si ça ne passe pas par l'aéroport de Niamtougou ou d'ailleurs. Comment se fait-il que dans cette zone où l'infrastructure n'est pas facile, les cigarettes circulent sans aucun problème et desservent toute la sous-région? Est-ce que ce ne sont pas ces corrompus, militaires ou pas d'ailleurs, qui ont voulu prendre possession de ces... Est-ce que d'ailleurs la production togolaise en or, quand on la compare à ce qui sort et exporté, elle dépasse de loin? Donc pourquoi on passe par le Togo, zone franche d'ailleurs, par excellence, tout le territoire d'ailleurs? Est-ce que tous ces éléments ne sont pas des nouveaux éléments pour les terroristes de venir s'approprier? Et enfin, pour être beaucoup plus profond, est-ce que les terroristes, eux aussi, après beaucoup d'analyses, n'ont pas compris qu'il faudrait mieux d'avoir les populations avec eux, et donc ne s'attaquent plus à ces populations, mais s'attaquent directement ceux qui sont des éléments que la population ne veut plus parce qu'ils n'ont pas été élus démocratiquement, comme l'a dit Maître Raphaël Pandé tout à l'heure. Tout à fait. Alors, donc, le problème est beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas, comme font les partis politiques togolais actuellement ou quelques associations qui se lèvent, nous soutenons, nous sommes de tout corps avec tout le monde. Ça, c'est très bien. Je vous comprends, mais une question très importante, hein, surtout pour les populations togolaises. Hein, ces attaques terroristes se passent dans un contexte où le Togo est confronté à une crise politique, économique et sociale sans précédent, ça vous le savez. Alors on se pose la question, comment est-ce que le gouvernement va-t-il parvenir maintenant à faire face au terrorisme avec le soutien et la collaboration d'un peuple togolais désabusé? La collaboration, écoutez, le peuple qui est dans ce coin n'a obtenu quasiment rien du budget togolais en termes de développement. Donc pourquoi voulez-vous que des gens qui n'ont rien reçu, qui par ailleurs, en termes de liberté, comme l'a dit Maître Mandé Adjaré tout à l'heure, n'ont fait que subir? Où est la CEDEAO qui a soutenu systématiquement le fait que le non-respect des 2 mandats présidentiels a été aboli dans la CEDEAO? Cette CEDEAO politique, où est-ce qu'elle était? Pourquoi elle a aboli cela? Pourquoi elle a accepté cela? D'ailleurs, sur des invitations de Faure Gnassingbé essentiellement. Vous voyez ce qui se passe. Donc maintenant, cette CEDEAO aussi est responsable de cela. Donc la question que vous me posez, c'est de trouver une solution. Mais comment un gouvernement qui lui-même ne peut pas résoudre ce problème va trouver une solution? D'ailleurs, pas seulement ici, mais pour le cas malien pour lequel je vais vous répondre tout à l'heure. Donc, restez bien dans le dossier. Il faut que le Burkina Faso, le gouvernement, le gouvernement togolais nous dise clairement est-ce qu'ils ont renié les accords de défense de la France, oui ou non. Si c'est oui, alors nous pouvons comprendre qu'ils sont en train de subir des représailles. Et il faut qu'ils en informent les populations seront plus enclines à les soutenir. Pour revenir à votre question. S'ils n'ont pas mis en cause ces accords de défense, puisqu'ils reçoivent des armes et qu'ils les utilisent contre les populations, il y a un problème de fond.
Est-ce que la France ou ceux qui sont derrière et qui fournissent ces armes, mais aussi le côté économique, hein, je vous ai parlé de cigarettes, je vous ai parlé d'un certain nombre de céréales, un certain nombre de choses, des armes aussi qui circulent dans la zone, est-ce que ce ne sont pas des moyens de négociation pour changer des rapports de force dans la zone? C'est très important. Et ces points ne sont jamais clairement dits. Et les terroristes eux-mêmes, ils subissent des problèmes entre eux. Il y a des règlements de compte entre eux. Et du coup, certains ont décidé de rejoindre et devenir des vrais mercenaires pour les États africains. Le jeu devient très complexe. Mais la résultante, je vous l'ai dit au début, hein, l'Afrique n'a jamais agressé personne. Donc, il s'agit de comprendre comment est devenu plus complexe la façon de déstabiliser un pays. Et on a quitté le Sahel pour venir sur le golfe de Guinée. Et quelque part, peut-être que les pays comme le Togo, le Bénin, voire même la Côte d'Ivoire et le Ghana ne veulent pas être impliqués dans cette histoire, financent peut-être à la marge, on leur demande des financements plus importants, ils ne veulent pas les donner, et alors on leur crée du terrorisme chez eux, et à ce moment-là, ils peuvent donner plus de budget. Donc, on revient à la même question. Est-ce qu'ils sont partie prenante ou pas de ces accords secrets de défense? D'accord. On va conclure avec Maître Raphaël Kpandi Adjaré. Alors justement, sur la base des éléments de communication du gouvernement togolais à propos de ces attaques terroristes dans le nord du Togo, certains Togolais restent encore dubitatifs. Ils semblent ne pas croire à la véracité de cette attaque, hein, Maître Raphaël Kpandi Adjaré. Alors la question se pose, que devons-nous faire? Comment le gouvernement togolais doit-il s'y prendre pour régler ce problème de rupture de confiance entre les populations? Merci beaucoup, Amos, pour cette question. Et je crois que je vais peut-être me répéter, mais en étant très précis. Si vous voulez avoir le soutien de votre peuple, il faut que vous l'impliquiez dans la gestion des affaires de la cité. Évitez donc de faire des mécontents, évitez de générer des personnes ou une population frustrée, évitez de donner l'impression à cette même population que vous n'avez pas besoin d'elle. En fait, c'est l'impression que nous avons eue dans cette crise sociale, politique et économique que nous traversons. Vous avez vu, je donne juste un exemple qui est actuel. Pour des questions de liberté syndicale, un gouvernement se donne la possibilité ou l'autorité utilise la position d'État pour injecter au dehors près de 200 enseignants. Amos, dis-moi, vous pensez que ces enseignants-là, excuse-moi, disons-nous la vérité, vous pensez que ces enseignants-là et leurs familles, qui ne trouvent pas à manger, qui peut-être certains enfants ne pourront pas reprendre les classes l'année prochaine, qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qui sont là du matin jusqu'au soir, ils ne sont qu'à la recherche de leur pain quotidien. Et Dieu seul sait s'ils peuvent avoir ce pain-là. Vous pensez que ces gens-là, ils vont entendre ce que vous êtes en train de dire? Non, ils ne vous écouteront pas, on a l'habitude de le dire, et c'est bien vérifié. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, vous ne pouvez pas créer des miséreux et des misérables, et après tout, du jour au lendemain, leur dire, mais écoutez, collaborez avec nous pour telle question. Donc, il faut que le gouvernement évite, revoie sa méthode de diriger. En fait, le problème fondamental se trouve à ce niveau. Si vous voulez créer un État où la cohésion règne entre les administrations et les administrés, les gouvernants et les gouvernés, mais il faut créer les conditions de cette cohésion. Elle n'est pas décrétée un matin. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et Amos, vous voyez ce que je dis, vous allez voir les jours qui viennent. Au lieu donc de revoir les méthodes, la manière de gouverner, de faire que les gouvernés s'intéressent aux affaires de la cité, vous allez voir que les gens, le gouvernement va utiliser ce qui s'est passé à Kpendal pour resserrer, restreindre davantage les espaces de liberté. C'est ça. Désormais, quand tu vas dire que tu veux faire un meeting ou bien tu veux aller pour manifester, on va te dire non, que notre pays a été victime d'un attentat terroriste et donc tu ne peux pas aller manifester. Tu ne peux pas faire ton meeting. C'est ça. Donc, il faut, moi je pense que nous avons vraiment besoin
d'une assise nationale, nous avons besoin de nous parler entre nous. Les dirigeants, les gouvernants ne doivent pas être l'ennemi du peuple. Et quand cette confiance ne règne pas, quand il y a la méfiance, vous ne pouvez pas appeler à une collaboration étroite. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. C'est ça. Vous avez vu ce que Kokoroko est allé semer dans la préfecture de moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez vu le discours de Kokoroko à Tonne en mars dernier, le 26 mars dernier, à l'égard des enseignants? De quel droit lui dispose pour s'ériger c'est comme il a le droit de vie ou de mort sur les enseignants et leurs familles. De quel droit lui dispose? Mais c'est ça. Quand les choses comme ça se passent, il faut pas se voiler la face. Il faut dire que les gens sont mécontents, les gens sont à bout de souffle. Et quand les gens sont à bout de souffle, que vous maltraitez, que vous méprisez, que vous piétinez, vous ne pouvez pas les appeler à collaborer étroitement avec vous. C'est ça, quand vous érigez en des gens qui ont le droit de vie et de mort sur vos populations, ne les appelez pas le moment venu. Et je crois que si le gouvernement veut avoir une cohésion, le docteur Yves Ekoya Maïzo l'a dit, le peuple togolais n'est pas un peuple vindicatif. C'est pas un peuple violent, pas du tout. Le peuple africain n'est pas un peuple violent. C'est des peuples, c'est des populations pacifiques. On les piétine tout le temps, mais ils pardonnent toujours. Ils pardonnent. Il faut que le gouvernement togolais, il faut que les gouvernements africains revoient leur manière de traiter leur population. Et je crois que cette question de collaboration, de cohésion entre les dirigeants et leur peuple, ce n'est pas une question, ça vient de soi. Ça va de soi. Que lorsque le dirigeant, le berger qui dirige bien son troupeau, qui le conduit à l'abreuvage, qui le fait paître sur les herbes bien fraîches et qui le nourrit, qui le protège contre les loups, lorsque le berger aura des problèmes, le troupeau lui-même va se lever. Merci. On n'a pas besoin d'appeler le troupeau. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup, Maître Raphaël Kpandiadjaré, avocat inscrit au barreau à Lomé au Togo. Vous êtes également défenseur des droits de l'homme, militant de la société civile. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain. D'abord sur les crypto-monnaies, les bitcoins, une des solutions pour sortir le Togo, pour sortir du franc CFA, autant pour moi. Et sur le débat panafricain, qu'est-ce qui explique les attaques terroristes au Burkina Faso et au Togo? Merci de nous avoir accompagnés et bonsoir. On va conclure également avec Dr Yves Ekoya Maïzo. Qu'est-ce qui explique les attaques terroristes au Burkina Faso et au Togo? Et justement, ces faits se passent dans un contexte où le Togo est confronté à une crise politique, économique et sociale sans précédent. Maître Raphaël Kpandiadjaré l'a encore réitéré tout à l'heure. Alors on se pose la question, comment est-ce que le gouvernement togolais va-t-il parvenir à faire face au terrorisme avec le soutien et la collaboration d'un peuple désabusé? Et est-ce que l'appel lancé par le gouvernement pour solliciter la collaboration des populations sera-t-il entendu? Pour conclure, Dr Yves Ekoya Maïzo. Le gouvernement togolais, de père en fils, Yadema, ça fait plus de 1967 à aujourd'hui qu'ils sont incapables d'apporter la sécurité intérieure, voire maintenant extérieure, au peuple togolais. Donc, ça fait quand même des années, ça. Donc, Maître Adjaré a proposé, en fait, une solution de discussion. Moi, je suis dans une position différente puisque nous avons un collectif pour la vérité des urnes et des comptes publics et nous estimons que ces éléments ne sont pas satisfaits au Togo. Nous appelons le gouvernement togolais, au moins le ministre en charge de la Défense, qui est le chef d'État, le ministre en charge de l'Intérieur et de la sécurité du peuple togolais, les deux au moins, pour ne pas dire les autres, qui ont été cités tout à l'heure, doivent démissionner. Car le chef de l'armée et le chef des armées au Togo est incapable d'avoir les informations et les renseignements nécessaires pour protéger le peuple togolais. Quand monsieur le professeur Adama disait tout à l'heure que les revendications des terroristes étaient peu claires, je ne pense pas, et je ne suis pas de son avis, les Africains ou les Noirs qui participent au terrorisme en Afrique, ils ont des revendications qui ne sont pas panafricaines. Ce sont des anti-panafricains, souvent par ignorance,
Mais en réalité, ce sont des terroristes alimentaires. Ce sont des terroristes qui fonctionnent comme des mercenaires, des supplétifs, comme les tirailleurs sénégalais pendant la colonie. Comme a été d'ailleurs, il y a des père. C'est vrai que la faillite de l'État dans ces zones géographiques, du territoire togolais ou burkinabé ou malien, ont fait que, écoutez, il n'y a pas de solution pour les populations locales. Et donc, elles adhèrent facilement, les jeunes notamment. Et les groupes Al-Qaïda et l'ensemble de ces dissidences ne font que les acheter et leur donner un peu d'armes, ce qui leur donne un peu de pouvoir. Mais souvent, beaucoup ne sont pas conscients, donc il y a un problème d'éducation derrière. Alors, cela étant dit, revenons sur le cas malien qu'on n'a pas bien clarifié. Le peuple togolais ne sait pas exactement ce qui a été conclu entre le Mali et le Togo. Et pour combien de temps? Écoutez, tout le monde parle de dialogue, tout le monde parle de médiateur. Moi, je ne suis pas convaincu. Je parle de facilitation et non pas de médiation. Les termes ont leur importance. Parce que, en fait, ce n'est pas pour le Mali que le Togo de Yadema Faure est en train de s'organiser, mais c'est pour lui-même. Pourquoi? Parce que la plupart, une grande partie des commandes et des échanges qui arrivent au Mali passent par le port du Togo, le port autonome de Lomé. Et donc, ce port, avec les sanctions, travaille beaucoup moins, donc il y a moins de rentrée d'argent, donc il y a une perte sèche pour l'État et le gouvernement togolais. Donc il faut trouver une solution rapidement et que personne ne doit perdre la face. Donc on estime, dans un cas soi-disant de médiation, qui est en fait une facilitation, que le Togo peut jouer un rôle. Mais quel rôle peut jouer un Togo quand le Togo lui-même est partie prenante de la CEDEAO, dont ceux qui mettent la sanction en place? Il ne peut pas être juge et partie. Donc, il n'y a pas d'autre objectif non connu entre le Mali et le Togo. En tout cas, Faure Gnassingbé, selon des informations, Faure Gnassingbé, bien selon des informations proches des Maliens, Faure Gnassingbé est le seul président de la CEDEAO qui est en total déphasage avec ces sanctions prises contre non, c'est faux. Le Mali. C'est archi faux. Il y a deux autres présidents que je ne citerai pas ici, qui sont beaucoup plus discrets, D'accord. qui depuis le début ont mis en cause la CEDEAO. Les présidents dont je parle sont de la CEDEAO, qui depuis le début se sont toujours opposés. Faure Gnassingbé ne fait que de l'usurpation, et je vous dis encore une fois pour des raisons plutôt économiques, et pour essayer de faire en sorte que malgré tout il trouve une exception. Vous croyez qu'il va trouver une solution alors que le Mali est passé de 5 ans à 2 ans sur sa propre initiative, que le Burkina à côté et la Guinée ont plus de 3 ans de durée de leur transition, et que le Tchad, que Monsieur Macron, président français, s'est levé pour aller adouber directement un coup d'État constitutionnel qui n'a pas de délai de transition et qui a même créé quelque chose de nouveau, des pré-dialogues qui s'éternisent dans lesquels on exclut les vrais acteurs. Vous croyez que c'est ça? Et c'est ça que vous voulez nous faire croire que M. Faure Gnassingbé va défendre? Non, il a toujours défendu les intérêts extérieurs, essentiellement de la France, et qu'il est lui-même en otage actuellement. C'est-à-dire qu'il a des problèmes de fond. Peut-être qu'il voulait même quitter ce pays, mais malheureusement, le système qu'il a mis en place a besoin de lui et de sa présence, parce qu'il s'agit bien d'un système militaro-civil. Militaro-civil. Et ces militaires, souvent corrompus dans un certain nombre de zones, sont en train de subir maintenant eux aussi des réactions, et voire même des règlements de compte qu'on a mis sous le compte des terroristes. Ce sont une grande mafia dans ce pays, et il faut le dire tout haut. Et je vais ajouter un point très important. Avec le problème qu'on a avec le port autonome de Lomé, et en même temps l'endettement du Togo qui augmente, il n'est pas impossible que dans les mois qui suivent, on ait des sacrées difficultés d'approvisionnement au niveau du Togo, et donc les prix vont augmenter, que vous savez déjà ont augmenté essentiellement pour tout ce qui est produit de base, tout ce qui est pétrole, etc. Donc, ça veut dire des crises sociales en perspective. Donc, le Togo souhaite donc mettre fin pour, en fait, récupérer un manque à gagner en termes d'argent et profiter de ce rôle pour se donner une sorte de nouvel espace, qu'il est un agent de la paix. Mais regardez tout ce que vient de dire Maître Pandé Adjaré. Écoutez, en termes de loi liberticide au Togo, on ne peut pas faire mieux, je pense. Et donc, il commence déjà par régler ce problème-là. Et enfin, très important, vous pensez que le président du Mali actuellement de la transition, M. Goïta, vous croyez qu'il ne connaît pas Faure Gnassingbé? Vous croyez qu'il ne sait pas qu'il y a des lois liberticides au Togo? Lui qui a lutté pour justement se débarrasser d'une manière ou d'une autre, au moins pour un certain temps, de tout le poids de la France coloniale et néocoloniale sur lui-même, vous pensez qu'il ne sait pas qui et quel rôle joue Faure Gnassingbé dans le système néocolonial français, France-africain français? Il le sait parfaitement. Il le sait parfaitement. Donc, il faut être beaucoup plus subtil
pour savoir, mais qui est fou dans cette histoire? Qui veut tromper qui? Et qui a intérêt à gagner dans ce jeu? Et vous savez, dans ces jeux où vous avez plusieurs plates-bandes, vous ne savez pas en fin de parcours qui va pouvoir gagner ou perdre. Il faut juste déplorer qu'il n'y ait pas des poisons qui soient utilisés pour aller tuer un tel ou un tel. Ça, chacun sait de quoi je parle. Par contre, sur le fond, ça m'étonnerait que le Mali tombe dans le piège togolais. Parce que le Mali a besoin seulement de ses marchandises, qu'elle est d'ailleurs prête à payer. C'est la banque centrale, l'UMOA illégale, qui ne veulent pas les payer. Et donc, je ne vois pas réellement quel est le rôle du Togo. Et de toute façon, vous savez très bien que les délais ont du mal à être respectés en Afrique. Donc, quand on met 16 mois, 18 mois, 20 mois ou plus, vous savez très bien qu'il y aura des rallonges, souvent à la demande française d'ailleurs. Donc, tous ces éléments, pour moi, sont des autres formes de déstabilisation que, au moins, le peuple malien, avec son gouvernement, ont compris, et que malheureusement, les pays qui sont autour ne veulent pas prendre des décisions un peu plus accélérées et qui leur causent et posent des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, cet attentat pose un problème de fond. Le Burkina Faso n'a en fait pas de renseignements sur une bonne partie de son territoire. Alors que le Mali, avec les nouveaux accords militaires qu'ils ont signés avec la Russie, ont donc les informations en question. Et donc, est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Les informations que vous recevez de la France sont partielles ou pas du tout par rapport aux informations de renseignement que vous recevez de la Russie. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Parce que si vous avez les renseignements, mais vous pouvez vous organiser, votre armée républicaine peut faire le travail, et du coup, les populations sont enclines à pouvoir soutenir, à donner de l'information, à aider. Mais quelle population qui a eu les lois liberticides, qui a été massacrée, qu'on ne peut même pas avoir de justice, qui a l'impunité, et surtout l'arbitraire au Togo, va se lever de sa propre initiative, même acheter avec de l'argent, pour aller donner de l'information? C'est la grande question. Mais en tout cas, merci beaucoup, Dr Yves Ekwe Maïzo, économiste togolais, consultant international, coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes, directeur Afro Centricity Think Tank, un groupe de réflexion et d'influence. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis en ligne depuis Bangui, depuis Lomé, Bamako, Abidjan, Accra et de la diaspora africaine. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour d'autres débats panafricains. Et bonsoir en toute résistance sur Radio Avouleté. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio, Avouleté. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avouleté. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple.